Cher Sari, on m'a dit que je devais parler en français, mais je ne sais pas si on va réviser la chose ou bien on va rester au français. Ça vous ferait plaisir qu'on reste au français?
habite, on a ça. Mais si on considère les citoyens suisses, les italophones tombent à 5%. Parce qu'on a beaucoup d'Italiens qui sont toujours Italiens, deuxième génération, troisième génération, ils sont toujours Italiens. Ils peuvent devenir Suisses s'ils ont envie, mais ils ne doivent pas. Donc, on a actuellement 23% de non-Suisses, donc d'étrangers. Dans ces 23%, ne sont pas comptés les diplomates de l'ONU à Genève, les réfugiés, les requérants d'asile et tous ceux qui sont illégaux et qui lavent la vaisselle au fond des bistrots et qui sont inscrits nulle part. Donc certainement, on a 25% d'étrangers, étant donné qu'on connaît la loi du sang et pas la loi du sol. Donc si quelqu'un naît en Suisse, il a la nationalité de ses parents et il n'est pas suisse d'office. Donc, dans nos classes, on a une flopée, comme on dit chez nous, un grand nombre de nationalités. Donc, on voit cette carte de Suisse que j'aurais pu vous mettre au mur, mais je l'ai décrite, avec la région francophone côté de la France. On n'a pas de langue suisse. On emprunte la langue à nos voisins. Et on n'a pas de langue suisse. Sinon, ce fameux dialecte, ou éventuellement le romanche. Mais le romanche, c'est 5 idiomes différents, en perdition. C'est un autre sujet. Donc, c'est très schématique quand on dit 70% de germanophones. On a, par exemple, dans une région dite francophone, Genève, des classes où le seul Suisse, c'est le prof. Donc, les classes suisses, ça ressemble aux réclames Benetton. Vous avez déjà vu, les alignés de bébés, toutes les couleurs. Ben, nos classes, c'est ça. Donc, on est dans cette problématique. Même dans une leçon de maths, on est dans la problématique de l'interculturel, puisque les cultures sont là présentes. Je vous donnerai juste un exemple. J'ai une amie burundaise qui a fait ses écoles primaires au Burundi avant l'indépendance, et elle avait comme problème de maths, le train part à Bruxelles à 8h47, sachant que sa vitesse est de 70-60 km à l'heure, à quelle heure arrivera-t-il à Namur? Alors imaginez les Burundais qui n'avaient jamais vu des rails, jamais vu une gare, jamais vu un train. C'est sur la base de ça qu'ils devaient apprendre les maths. Donc, même sans parler d'enseignement d'une langue étrangère, les aspects d'interculturalité, ils sont tout le temps. Ils sont présents dans toutes les classes. Je pense que j'avais quasiment un noir au minimum dans chaque classe. Absolument. Et puis, on a eu un changement dans cette population dans les années 90 à cause de la guerre des Balkans. Et là, on a eu une arrivée de différents bosniaques et autres qui sont entre autres musulmans. Donc, notre pourcentage de musulmans a augmenté, je pense, peut-être de 3 à 6% au moment de la guerre des Balkans dans les années 90. Voilà. Après, je vous présenterai quelques études de cas qui ne sont pas tristes, mais j'aimerais prendre d'abord le problème des stéréotypes dans les livres d'école. Quand moi j'ai appris, je ne sais pas si c'était le cours d'anglais, d'allemand ou même un livre de lecture en français, on avait des textes du style maman lave la vaisselle et papa est au salon et lit le journal. Donc, on n'est pas dans un domaine de différentes cultures, on est dans le domaine de la discrimination, du féminisme, etc. Sur ce point, les livres d'école ont été passablement vidangés, révisés, et on évite ce genre de trucs. Maintenant, on devrait, dans les livres d'école, montrer une société comme elle est dans la réalité. C'est-à-dire que si on regarde un peu les photos des élèves, maintenant il y a souvent des photos, ça peut être des dessins, c'est égal, on devrait avoir cette proportion de différentes ethnies, puisque c'est la réalité. Mais si vous regardez dans des tas que ce soit des sites internet ou de la publicité, on a en général toujours une domination blanche. Et moi, ça m'intéresse au niveau de la pub, avec quoi on vend en Afrique de la pâte dentifrice, et ce sera un noir ou un blanc. J'ai vu une fois au Japon une immense pub qui était contre le mur d'une maison, puis il y avait un couple au lit, puis c'était un Japonais avec une Européenne.
Puis bon, en couple au lit, tout à coup ils vendent des matelas, je ne sais pas. Puis j'ai posé la question à Monsieur Oshioka, puisqu'on en parlait juste avant. Puis il me dit, cette pub-là, elle indique que là, il y a un hôtel où on peut avoir une chambre pour 1 heure. Un hôtel de passe. Mais ça, c'est un truc que je ne peux pas décoder. Mais du moment qu'on présente Monsieur Japonais avec une Européenne, pour un Japonais, c'est clair, c'est ce type-là d'hôtel. Donc, il y a des quantités de codes là derrière. Maintenant, les stéréotypes, moi, j'ai trouvé, je devais utiliser une méthode où on devait apprendre à dire en allemand le russe, la personne, le français, la personne, l'allemand, le suisse, l'italien, etc. Alors, on nous disait, l'allemand boit de la bière, le français boit du vin rouge, le russe boit de la vodka. Et ça, c'est totalement déplacé. C'est clair que c'était très pratique pour le concepteur de l'exercice, mais ce n'est pas le rôle des livres scolaires d'appuyer les stéréotypes. Donc, il y a aussi encore des choses, des progrès à faire dans ce domaine des stéréotypes dans les livres d'école. Les contenus des livres d'école, les contenus des cours d'histoire ne sont pas anodins. C'est toujours arbitraire et il y a toujours un choix. Il y a un proverbe africain qui dit pendant tout le temps où les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire sera écrite par les chasseurs. Voilà. Et ça, c'est pour l'histoire. Mais dans tous les domaines des livres scolaires, et les enseignants ont aussi souvent créé un petit exercice pour une difficulté. On a cette possibilité d'écrire soit des poncifs ou des idioties, soit d'écrire « j'aide papa à la cuisine », par exemple, histoire de inconsciemment suggérer qu'on peut aider et puis papa peut être à la cuisine. Donc ça c'est très très important. La parole et les phrases, c'est jamais bénin. Certainement que vous connaissez le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les paroles sont des fenêtres ou des murs ». Mais ça, c'est autre chose, c'est la communication non violente. Donc, moi, je me suis baladée entre alémanique et roman. J'ai un pied de chaque côté dans mon activité professionnelle et quelques études de cas. Il faut d'abord dire, quand un jeune arrive chez nous en Suisse et qui ne parle pas français, il est mis dans une classe d'accueil. Et dans ces classes, il fait du français intensif. Et puis après 6 mois ou 1 année, il va être placé dans la classe qui correspond à son âge. Où il aura des retards dans les langues étrangères, il aura peut-être encore du retard en français. On met au point différents cours de soutien, mais on le met en principe dans sa classe d'âge, qu'il soit avec des gens du même âge. Et j'avais un jeune homme qui venait du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est des îles en face de Dakar qui sont lusophones. C'est-à-dire qu'on y parle. Ils sont brillants. On parle portugais. Donc, il est arrivé, il a appris le français en Suisse, et puis il a été mis dans... On a 3... Peut-être ça a changé. Il y avait 3 sections. La section la plus haute, c'est ceux qui allaient au lycée après. Il y avait une section intermédiaire, puis une section basse où ils pouvaient devenir boucher ou boulanger, des métiers un peu plus simples. Et puis, évidemment, de la classe d'accueil, il s'appelait Milton, le gaillard. On a mis Milton dans cette section qui s'appelle pré-professionnel. Et son prof a argumenté en fin d'année, normalement, c'est une étape. On peut grimper, il y a des passerelles. Mais le prof a argumenté, il faut qu'il aille directement en classe de maturité, donc vers le bac. Mais au collège, mais en prévision du bac. Et il est arrivé dans ma classe. Et après quelque temps, on a fait une composition. Et en français, il a utilisé l'expression « faire cavalier seul ». Il était déjà le meilleur de toute la classe. Et une fois, on avait des listes de mots à apprendre. Puis ces listes nous étaient malheureusement servies par ordre alphabétique. Donc j'avais choisi une autre stratégie. On avait défini des catégories, des groupes par thème, et puis les élèves devaient lire et puis choisir. Donc on avait par exemple la nature, on avait les véhicules, on avait les sentiments, on avait des termes de bâtiment, on avait des termes de famille, et puis ils devaient lire et chercher. Donc ils lisaient sans arrêt toute la liste.
Donc ils apprenaient en faisant ça. Et puis ils devaient se poser la question sur le sens. Puis après, on devait tous ensemble décider. Puis après, ils devaient apprendre ça. Puis il y avait un test. Et puis voilà, il y avait toute une progression. Et la question était, tout à coup, Milton reçoit la tâche de placer le mot ancêtre. Et il dit, je mets ancêtre dans nature. Puis là, ma première réaction, ça a été, il n'a pas compris. On a famille, puis il met ancêtre dans nature. Il confond. Puis là, il y a un ange qui m'a aidé à me taire 3 secondes. Puis je me suis dit, mais en fait, les ancêtres, ils sont morts. Puis quand ils sont morts, ils sont enterrés. Et puis ils se compostent gentiment sous terre. Et puis, peut-être que dans sa culture, eh ben, les ancêtres font partie de la terre. Qui c'est qui m'a raconté hier qu'un noir avait été conduit dans des tunnels et puis il était horrifié parce qu'il avait rencontré tous ses ancêtres sous terre. Même que les ancêtres étaient en Afrique, puis les tunnels étaient en France. Et puis il avait dû reprendre contact avec les ancêtres pour leur dire « je vous ai pas voulu vous déranger ». Etc. Donc, un tunnel peut être très impressionnant pour un Africain parce que sous terre, c'est les ancêtres. Donc, on arrive dans des lieux avec ces différentes personnes d'autres cultures où on doit, me semble-t-il, par respect, marcher un peu sur la pointe des pieds. Parce que j'aurais pu lui dire, quand il me dit ancêtre dans nature, j'aurais pu dire non, qu'il propose autre chose. Puis il aurait eu une baffe, puis on n'en parle plus. Alors, finalement, après 3 secondes ou je ne sais pas combien de silence, j'ai dit, bon, oui, alors, on voit comment, etc. Puis après, évidemment, tous les autres, je savais très bien qu'ils allaient dire famille. Puis je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord, tu considères qu'on peut mettre dans famille? Oui, oui, ok, d'accord. Puis c'était bon. Puis il n'avait pas perdu la face. Puis c'est ça qui est important. C'est une manière de voir qui nous surprend, mais on ne peut pas dire que c'est faux. Il n'y a pas juste ou faux dans cette situation-là. Et ça signifie que le prof, il doit avoir une certaine tolérance. Alors, c'est clair, la base, c'est le respect. Et puis, c'est important. Ce qui est important pour nous, c'est que les élèves apprennent. Donc, c'est que la motivation reste. S'ils perdent la face, la motivation, elle est en chute libre. C'est évident. C'est A plus B. Donc, voilà. J'en ai discuté, c'est un exemple assez typique. J'en ai discuté avec différentes personnes qui m'ont dit heureusement qu'ils t'avaient toi comme prof, parce que la plupart des profs, ils ne vont pas perdre du temps, ils vont avancer vite, ils vont dire non, et puis on passe à autre chose. Or, des fois, ça vaut la peine de prendre du temps, et puis tout le monde ensuite se sent mieux. Ensuite, il faut que je vous parle d'un exemple qui m'est arrivé au Burundi, quand j'enseignais l'espéranto. Alors, comme vous êtes tous plus ou moins espérantophones, vous allez comprendre. Mon thème était ig, ij, qui sont 2 suffixes sur lesquels madame va transpirer sous peu. Ig, on le trouve exactement en allemand, pour ceux qui ont des connaissances d'allemand. Vous avez rein, qui veut dire propre, puis vous avez rein, igen, pour nettoyer. Puis c'est exactement ce ig que Zamenhof a pris pour rendre quelque chose. Et puis ij, c'est une espèce d'évolution vers. Et puis, j'ai l'habitude d'expliquer ça en prenant le verbe naski, qui veut dire mettre au monde. Parce que j'avais l'idée innocente et naïve que la naissance se passe partout la même chose. Je me disais, l'accouchement au Burundi, bon, ça peut se passer en clinique ou en forêt, mais c'est quand même le même phénomène, biologiquement parlant. Je croyais. Donc, j'explique à 40 jeunes gens et 2 jeunes filles, la patrino nascas, la bebo nascidjas, la curacisto au helpantino, au phlegistino, nascigas la bebon. La sage-femme, elle fait naître le bébé. Voilà. J'étais fière de moi. Eric lève la main. Qui on faras la patron? Que fait le père? Que fait le père dans l'histoire? Alors là, j'étais en train d'expliquer ig ich. Alors j'ai expliqué la patro gravedigas, la patrino. Graveda veut dire enceinte. Donc,
le père met enceinte la mère. Je me disais, bon, je m'en suis sortie élégamment, j'ai fini mon boulot. Eric lève la main. Vice-président de l'association ANEB du Burundi. Parenthèse fermée. Il me dit, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, chez la patron, nascas la bébé. Le père met au monde, le père engendre ce bébé, et la mère reçoit un nom en Kirundi, qui nous a dit, et que j'ai ensuite reçu par écrit, j'ai fait un article là-dessus, je ne sais plus, c'est dans Hipporo ou quoi. La mère reçoit un titre à ce moment-là qu'elle permet au père d'engendrer un descendant. Si vous le dites. Bon, là, j'étais en nette minorité. Ils étaient tous d'accord. Mais c'était assez surprenant, en fait. Mais le plus drôle, c'est que j'étais à Lyon, au club d'Espéranto, puis j'ai raconté ça. Puis il y avait une équipe de vieux messieurs qui me disent « Oui, mais attends, engendrer, c'est tout à fait juste. Engendrer, c'est que les hommes qui engendrent. » Alors là, j'étais assez surprise. J'ai sauté sur un petit Larousse qui traînait par là. Puis on a regardé engendrer, puis c'est tout faux. Engendrer, ça peut être homme ou femme. Mais ces messieurs avaient la conviction que seuls les hommes peuvent engendrer. Vous savez, chez les chanteurs, il n'y a que les chanteurs mâles qui ont un organe. On ne peut pas parler pour une soprano de sa voix en disant son organe. Je n'ai jamais compris pourquoi. Vous me faites un dessin une fois, si jamais vous savez, c'est comme ça. Donc, ça c'était Ig Itch et cette problématique autour de Naski, qui était un passage assez délicat, parce que je pouvais difficilement les contrer. C'était vraiment l'expression de leur culture. Moi, j'ai trouvé assez génial que ça sorte, que ça vienne en discussion. Parce qu'ils auraient très bien pu se taire. Moi, j'avais cette idée, quand j'ai commencé d'enseigner en Afrique, on m'a toujours dit, ils sont dociles, ils disent rien, ils ne bougent pas. Maintenant, c'est clair qu'en Afrique, pour enseigner, je ne me suis jamais tenue debout devant un auditoire d'Africains assis. Quand j'étais debout, j'avais Jérémy Sabiyumba à ma droite et Jafet Bayorin Tonsveniman à ma gauche pour saluer les gens, pour distribuer des diplômes. Mais quand j'enseignais, j'avais toujours mon coude sur la première table. Puis le gaillard qui était là, quand on a eu les examens où il y avait 3 juges et un candidat Eric, c'était un autre Eric, mais ça fait rien. Il m'a dit, la première chose qu'il a dit aux 3 juges, Jérémy, Jafet et moi, j'ai jamais pensé qu'on puisse avoir un contact comme ça avec un blanc. Parce que le blanc, il est vu où il se met, comme celui qui sait tout, et puis ça, c'est pas mon style. Donc, c'était assez surprenant pour eux. Donc, il s'est développé une confiance assez géniale, et dans ce groupe, il est venu une fois une question sur les homosexuels. Or, c'est hyper tabou en Afrique. En général, les Africains disent, ça n'existe pas chez nous. Et le gaillard, il ne savait pas le mot. Donc, je ne me souviens pas comment il a posé la question. Puis, j'ai dû répondre par une question, en disant, est-ce que c'est de ça que tu veux parler? Oui. Comment c'est chez vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ça se passe? Et aussi, l'avortement est venu. Et ça, c'est aussi un sujet totalement tabou. Donc, il est venu vraiment des discussions qui étaient... J'avais 8 heures de cours par jour avec eux. Donc, 2 heures grammaire, 2 heures sur la langue en général, l'après-midi, 2 heures sur le mouvement et l'organisation, puis 4 à 6 le soir, débat sur des problèmes de société, tout en espéranto, pas un mot en français. Et là, justement, il est sorti ce genre de questions sur des aspects de société, comme l'homosexualité et l'avortement. Donc, l'Afrique, c'est un autre monde, et puis on a des surprises. J'étais en train d'enseigner, les chefs rentraient sur la porte de ma salle de classe. On n'avait pas l'électricité, on a fini les examens à 6h05. À 6h, il vient la nuit. Ils avaient leur téléphone comme lumière pour finir d'écrire la dernière phrase. Et on soupait aux chandelles à 19h. Je saute pour vous parler de Sendai, mais je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. Le vieux professeur qui veut travailler dans sa chambre, et la jeune fille qui doit nettoyer la chambre avant midi. Tout le monde l'a entendu, celle-là? Non? Ok. Alors, jeu de rôle.
à Sendai, dans le nord du Japon, j'avais, dans un public à peu près comme celui-ci, un vieux professeur en complet gris, tristounet, 90 ans, je ne sais pas très avancé en espéranto. Puis je me suis dit, est-ce qu'à un type comme ça, je donne un rôle? Puis finalement, il y avait un rôle il y avait deux rôles, dans une scénette ou dans une impro. Vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous voulez bosser tranquille. Puis ça, c'était faisable, donc je lui donnais ça. Il était dans une position comme moi maintenant. Puis l'autre personne devait nettoyer absolument avant midi. Puis cette jeune femme commençait avec l'aspirateur. Et tout à coup, elle a dit, dans 5 minutes, je serai dans votre lit. Et c'était très comique parce qu'on ne savait pas si elle le pensait, ou bien si tout à coup elle a dit lit à la place de chambre. C'est possible qu'on fonde les deux mots. Donc, on arrive des fois avec des élèves dans un cours de langue qu'ils sortent d'autres choses, et puis ça peut être voulu, ou ça peut être par hasard, ça peut être une faute qui débouche sur un mot qui peut être drôle, ou ça peut donner un autre sens, ou ça peut donner pas de sens du tout. Mais des fois, bon, de toute manière, on travaille sans filet, ça c'est sûr. De toute manière, on doit s'adapter sans arrêt. Et puis, des fois, on a des surprises, des fois, on s'en sort élégamment. Moi, j'ai eu des gigantesques problèmes au début de mon enseignement, parce que tous mes élèves parlaient dialecte zurichois, mais pas moi. Moi, j'avais appris le bon allemand, d'Allemagne, qui ne me servait à rien du tout. Et puis, les élèves se disaient à haute voix des trucs entre eux. Tout le monde riait, sauf moi. Donc, j'ai vite appris ce dialecte suisse. Et puis, j'ai fait des gaffes monstrueuses, justement parce que je ne savais pas. Je voulais une fois, je reviens à ma carrière, mais bon, je voulais une fois expliquer la différence entre une syllabe longue et une syllabe courte. Donc, je prends par hasard un mot qui est prononcé toujours long. C'est Blut. Ça veut dire le sang en allemand. C'est Blood en anglais, c'est Blut en allemand. Et puis, je le prononce bref pour montrer la différence. Et je prononce Blut. Et la classe s'écrase de rire. Je ne savais pas pourquoi. Alors bon, je finis ma leçon, j'arrive à la salle des maîtres. Chers collègues, ça veut dire quoi, Blut? Il se meurt. Ça veut dire à poil. Donc, j'ai compris l'histoire. Puis l'année d'après, j'ai pu refaire le même exemple qui était en fait excellent, puisqu'il y avait deux sens différents si on le prononçait long ou court. Puis j'ai pu rire avec les élèves et puis tout allait bien. Mais la première fois, c'est à quel sujet? Voilà. Exact. Donc, je me suis posé la question sur les 4 capables. Puis en fait, il y en a 5, parce que tout augmente. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne réussisse dans les contacts interculturels? Dans l'enseignement ou pas? Mais je vais revenir dans l'enseignement après. Cette réflexion a commencé chez moi quand j'ai vu le film Danse avec les loups. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le début est tout à fait épouvantable parce que le bonhomme a une jambe sanguinolente comme un cochon le jour qu'on l'abat à l'abattoir. Mais il part, il est seul, soldat américain oublié, parce que la seule personne qui sait où il est, elle s'est tiré une balle dans la tête, ou elle a été assassinée, je ne sais plus. Et il a son chien, il a son cheval, et il y a les loups, et il a ce contact avec les loups. Et il y a tout à coup un Indien qui arrive. Et c'est très intéressant à partir de ce moment-là, au niveau interculturel. Parce que les deux sont loin d'être bêtes. Alors, l'Indien, il dit, j'aimerais bien faire sa connaissance. Et puis, finalement, alors il y a évidemment des approches, puis des mouvements de couverture tout à fait significatifs du côté de l'Indien. Et puis finalement, ils commencent à bien s'entendre, etc. Mais il y a toute cette approche. Puis j'ai commencé à réfléchir. Dans quelles circonstances on peut faire une tournée à travers la Bretagne irréductible et l'éloignée de chez moi et créer des contacts, mais ça peut aussi être le Japon ou l'Afrique, hein, je suis en train de faire un gag là. Qu'est-ce qui permet d'établir des contacts positifs, respectueux et harmonieux? Alors, d'après moi, la première condition, c'est d'être en équilibre psychologique.
Si quelqu'un est malade, en souci, en instance de divorce ou je ne sais pas quoi, on ne peut pas efficacement et positivement se tourner vers l'autre et entrer dans une communication ouverte. Ça, c'est la première chose. C'est un équilibre psychologique. La deuxième chose, c'est la curiosité. Avoir envie. Puis c'est ça qu'on trouve dans Danse avec les loups. Et pour nous, espérantophones, ça pose aucun problème. Si on a appris l'espéranto, c'est bien parce qu'on a ce désir d'entrer en contact avec d'autres, mais c'est pas pour tout le monde. Vous avez des gens qui sont devant leur télé avec leur pop-corn, ils sont heureux. Moi, si vous mettez devant ma télé avec mes pop-corn, je reste pas longtemps. Je sais pas vous, mais disons, il doit y avoir une espèce de moteur pour entrer. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur d'entrer en contact parce qu'on peut vous juger, parce que vous allez devoir réaliser certaines tâches au contact des autres, ou expliquer, ou justifier. Moi, je me fais toujours traiter de banque suisse sur pattes, puis je dois expliquer que c'est pas les Suisses qui sont riches, c'est les banques suisses qui sont riches. C'est pas les citoyens suisses. Le pays est polyglotte, pas les citoyens suisses. Donc, je dois en permanence expliquer la Suisse, même que je suis très souvent totalement contre les décisions du gouvernement ou du Parlement. Exactement la même chose avec les citoyens israéliens. Il y en a des quantités qui sont sympathiques, puis qui rejettent totalement l'attitude du gouvernement israélien. Ça, c'est sûr. Donc, on doit assumer. Moi, comme prof d'allemand, je devais assumer le nazisme et expliquer ce qui s'est passé avec Hitler. Surprenant, j'avais des collègues allemandes. Les questions, elles ne les avaient jamais. Mais à moi, on me demandait sur le Troisième Reich. Les collègues allemandes, les élèves risquaient pas. Je ne sais pas encore exactement pourquoi. On peut un peu imaginer ce qui se passait. Mais mes collègues allemandes, j'en avais plusieurs, ils n'ont jamais eu ce genre de questions. Mais moi, je devais assumer et expliquer un aspect historique. J'avais rien du tout à faire avec ça. Puis je suis née après la guerre. Alors, équilibre psychologique, curiosité. Ensuite, il vient, mais le cinquième que je suis en train d'implanter là-dedans, c'est de connaître ses racines. Puis ça, on devrait le mettre à peu près en deuxième ou troisième. Je vous ai raconté que j'avais l'ennui des sapins et des vaches. Ben, c'est ça. On dit le nomade se promène avec ses racines. On est imprégné par la région où on est né et où on a vécu, et puis ça va nous influencer pendant le reste de notre existence. C'est quelque chose qu'on doit connaître. Alors ça peut être très varié, parce qu'il y a des gens qui déménagent tous les 2 ans, et puis qui apprennent 36 langues, et puis qui se sentent bien partout. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque part des racines, ça peut être chez une grand-mère, je ne sais pas, pour pouvoir être debout dans sa personne. On doit savoir où on est debout. Ça me semble important. Moi, je peux vivre demain à Tokyo ou à Cotonou ou à Katmandou. Je m'adapterai, il n'y a pas de problème. Mais je sais exactement que j'appartiens à cette région du Jura où il y a des sapins. Et puis, si j'y suis, je me sens bien. Puis, si j'y suis pas, ben, je fais avec et puis je suis sous les palmiers. Je ne vais pas pleurer le soir après mes sapins. Mais disons, je pense que c'est nécessaire de savoir d'où on vient et qui on est. Et puis, je vous parlerai après des échanges de classe où on part avec 20 ou 30 jeunes qui ont 15 ans, qui ne savent pas qui ils sont, où ils en sont et où ils vont. Et on les mélange avec 30 autres qui sont dans la même mayonnaise. Puis après, la mayonnaise devrait prendre. Ça a été 20 ans mes occupations professionnelles. Bon, un petit instant, on finit les capables, quelles sont les capacités. Donc, il y a l'idée d'équilibre, il y a l'idée de savoir où sont les racines, il y a l'idée de la curiosité. Ensuite, il vient l'idée de la patience. Parce que vous ne pouvez pas, être ami avec quelqu'un. On doit faire sa connaissance, il y a des approches, on se raconte. C'est clair que ça peut aller lentement ou ça peut aller plus vite. Moi, maintenant, ça m'arrive d'entrer en contact très rapidement avec des gens. Peut-être que ça vient par l'exercice que j'ai, mais on ne peut pas planter un pépin de pomme puis cueillir la pomme sur le pommier le lendemain. C'est pour ça qu'en psychiatrie, on travaille avec le jardinage. Parce qu'avec le jardinage, on apprend la patience. Et avec les contacts interculturels,
on a à découvrir, on avance, on progresse et il faut de la patience. Et ensuite, il vient la capacité de relativiser son code culturel. Ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est très important. Je vais vous donner 2 exemples et vous aurez compris. Le premier exemple, c'était Mireille qui prenait le tram à l'âge de 14 ans pour aller à l'école. Et dans le même tram, il y avait un pasteur africain de 40 ans qui avait à peu près les mêmes horaires. Puis mes parents étant très engagés dans la mission protestante, ils invitaient souvent des gens du monde entier. Puis j'avais l'habitude depuis tout petite de fréquenter des Africains et des Asiatiques, table ouverte. Puis je discute avec ce monsieur dans le tram. Puis après avoir discuté, je ne sais pas, pendant 2-3 mois, une fois, j'ai dit, mais vous venez manger chez nous. Puis mes parents lui ont écrit une lettre, il était pasteur tout seul, il vient manger. 3 semaines après, il écrit à mes parents, je veux Mireille comme épouse. Il avait 40 ans et moi 14. Alors, première question, est-ce que j'aurais été la 3e, 4e, 5e? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était très embêté parce qu'une femme blanche, peut-être ça coûte cher parce que je suis capricieuse et j'ai besoin de diamants, d'or et de fourrure. Je ne sais pas. Fourrure en Afrique, non, c'était un mauvais gag ça. Et finalement, il a réagi selon son code. Selon son code, si la famille de la jeune fille prend contact et invite, il y a une autre idée derrière. Donc, probablement que cette demande en mariage, ce n'était pas du tout parce que je lui avais plu, c'était parce qu'il devait faire ça en tant que, je ne sais pas quelle était son ethnie. Donc là, il n'a pas réussi à relativiser son code. Il a agi selon son code, même qu'il était à des milliers de kilomètres. Premier exemple. Voici le deuxième exemple. Nous avions, quand j'étais à l'université, 4 Tutsis du Rwanda qui étaient arrivés avec un bac scientifique et qui étaient à l'université en maths. Certains ont bifurqué parce qu'ils avaient fait le bac scientifique parce qu'il n'y avait que ça. Puis en fait, ils n'étaient pas scientifiques du tout. Et ils venaient... Bon, mes parents avaient 4 filles. Puis ma mère était plus bavarde que moi. Puis elle avait des grandes ailes pour materner beaucoup de poussins. Donc, ces 4 étudiants qui avaient un ennui fou du pays, ils se sentaient très à l'aise dans ma famille. Puis une fois, il y en a un qui est arrivé, puis qui a dit, Madame Robert, puisque je m'appelais Robert avant, comme vous savez, non, lui, il sait. Madame Robert, vous êtes une vache. Bon, chez nous, comme chez vous, c'est une insulte. Mais la vache Tutsi, avec ses grandes cornes, c'est un trésor, c'est un capital. On ne mange pas la viande. On consomme le lait et le sang, mais pas la viande. Donc, son idée, et ma mère l'a bien compris, son idée c'était, vous êtes un trésor, vous êtes une perle. Si vous dites une perle en japonais, il est offensé parce que les perles, les attendent sur le trottoir, ils en utilisent 3%, puis le reste c'est des déchets. Donc, ça varie d'une culture à l'autre. Donc, ma mère a entendu, vous êtes une vache. Bon, évidemment, il y avait le ton. Parce qu'il a dit, vous êtes une vache. Il n'a pas dit, vous êtes une vache. Hein? Le ton fait quand même pas mal. Et là, ma mère a réussi à comprendre ce que lui voulait dire. Donc, elle a relativisé son code et elle a capté l'idée qu'il avait emballée dans ce mot vache qui n'était pas du tout une insulte dans sa tête. Donc, capacité à relativiser son code, ça... Alors, ces 5 capacités-là, je les ai établies, puis ensuite je les ai soumises à Claude Piron, dont vous avez certainement entendu parler, psychologue, etc. Puis la formulation de cette 5e, ça c'est lui qui m'a aidé à trouver, cette capacité à relativiser son code culturel. Mais il faut toujours donner des exemples, parce que si on dit que ça, c'est un peu difficile. Voilà. Toujours nécessité d'expliquer. Oui, toujours nécessité d'expliquer. Puis après, j'arrive aux échanges de classe, et puis on arrive à la fin après. Oui, c'est bon. Donc, on a des mots, puis on a vu avant avec le mot complice, qui est positif et négatif en français, selon la phrase, mais qui est que négatif en espéranto. Si je vous dis référendum, vous pensez, en bon français que vous êtes, que c'est une consultation des électeurs, des gens qui ont un droit de vote. En Suisse, non. C'est tout autre chose. Donc, les mots ont des sens différents selon les cultures. Donc,
le mot référendum existe dans tous les pays francophones, mais il peut se cacher autre chose derrière. Chez nous, si le gouvernement ou le Parlement décide que, ou la loi exige que le peuple se prononce, ça s'appelle une votation. On vote sur une révision de la Constitution, par exemple, et puis on peut voter oui ou non ou abstention. Maintenant, notre système suisse est le suivant, que parfois nous avons un de nos 7 conseillers fédéraux qu'on peut comparer à un de vos 35 ministres. Vous voyez, on est plus modeste, on en a juste 7. Entre parenthèses, ils ont 5 voitures de fonction. Donc ils doivent s'inscrire pour avoir une voiture. Ils n'en ont pas une chacune. Mais ça, c'est... Les Suisses sont très économes. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, on a 7 conseillers fédéraux. Alors, il y en a un qui va à Bruxelles et il signe un paraphe avec je ne sais pas quelle personne de l'Union européenne. Alors, il y a la télé et tout, c'est accepté, c'est merveilleux, etc. Bon, d'accord. Il revient à Berne, il doit présenter ça au Parlement et le Parlement doit ratifier. Au cas où le Parlement ratifie, il peut y avoir quelques hurluberlus ou partis politiques ou groupes de pression ou individus qui collectionnent 50 000 signatures pour demander que la décision aille au peuple. Ça, c'est un référendum. Ça veut dire, le ministre décide oui, signe, revient, le Parlement ratifie, et le peuple, non. Alors, on veut la décision, et puis peut-être que le ministre a dit oui, le Parlement a dit oui, le peuple dit non, c'est non. Le peuple a toujours le dernier mot. Pour cette raison, il y a un ministre qui a dit, ou qui a écrit un bouquin, la Suisse est ingouvernable. Parce que le peuple peut toujours corriger les décisions du Parlement. Donc, d'une part, on nomme 246 députés à Berne, 200 dans la chambre basse et 46 dans la chambre haute. Puis après, quand ils décident quelque chose, ah non, on ne veut pas ça. Ça donne des situations cocasses et difficiles, parce que c'est toujours le peuple qui a le dernier mot. Donc le référendum peut être obligatoire. Si c'est une loi comme par exemple la modification de la Constitution, ça doit passer devant le peuple automatiquement, ou bien n'importe quelle décision du Parlement, par cette récolte de signatures, 50 000 signatures d'électeurs inscrits, donc de personnes majeures, etc., avec les droits de... Quand on arrive à 18 ans, on obtient 5 droits. On a le droit de vote, le droit d'élire, le droit d'être élu, le droit d'initiative et le droit de référendum. L'initiative, c'est que les citoyens peuvent proposer une nouvelle loi. Là, il faut 100 000 signatures, c'est voté par le peuple. Et des fois, le peuple accepte, des fois, le peuple refuse. Ça, c'est le système suisse. Donc, le mot référendum, je reviens à mon sujet, le mot référendum ne cache pas le même contenu. Donc, on doit tenir compte de tout ça et on doit expliquer. Et ça, on l'observe beaucoup dans le monde de l'espéranto, puisqu'on est des 4 coins du monde quand on est dans un congrès. On a une quantité de métacommunication, communication sur la communication. Comment tu dis ça chez toi? Pourquoi tu fais ça comme ça? Etc. Pourquoi il ne faut jamais demander à un japonais, tu veux du thé ou du café? Il ne sait pas répondre à ça. Il répondra oui, et vous n'êtes pas plus avancé. Donc, tout ça se discute. Puis c'est une grande partie de nos discussions entre espérantophones. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que la délégation japonaise à l'ONU se lève et quitte la salle? Vous savez ça? Ça s'observe plusieurs fois. J'ai jamais vu ça moi-même. Mais ma sœur a travaillé 5 ans à l'ONU. Puis elle me dit, tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe. Les Japonais, une délégation, c'est 4-5 personnes, ils se lèvent, ils sortent. Et puis moi, j'ai fait une supposition qu'on leur avait posé 2 fois la même question. Le lendemain à midi, elle me téléphone, t'as raison. Le président a dit, très estimée délégation japonaise, acceptez-vous l'article 2, lettre B. Après un certain temps, le président, il va répéter. Très estimée délégation japonaise, acceptez-vous l'article 2, lettre B. C'est les prendre pour des idiots. Ils se lèvent, ils sortent. Le silence veut dire non. Ils ne peuvent pas prononcer non.
Donc, en français, on a qui ne dit rien consent. En japonais, le silence veut dire non. Et dire non, c'est comme si je vous priais d'aller vous balader tout nu là dehors. C'est non, on ne fait pas. Et ça, c'est un problème de communication que j'ai soumis à monsieur Yamakawa, qui est traducteur anglais-japonais professionnel et qui parle espéranto. Et il m'a dit, c'est impératif de parler clairement dans des circonstances internationales. Ça veut dire que, d'après lui, les Japonais devraient arriver à prononcer quelque chose comme « no » et passer par-dessus leur éducation, etc., etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, j'ai raconté ça, je ne sais pas combien de fois, parce que je suis une grande bavarde, comme vous savez, surtout quand on me laisse parler, c'est tellement merveilleux, il faut que je profite. Quelqu'un me répond, il ne pourrait pas s'adapter. Mais s'adapter à quoi? Quand vous êtes à l'ONU, vous avez 193 pays membres, avec quasiment tous les pays du monde, sauf le Kosovo, Taïwan et quelques îles du Pacifique, je ne sais pas. S'adapter à quoi? Moi, je ne vois pas de solution à ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit tous comme des Japonais, ou qu'on soit tous comme des Français, ou qu'on soit tous comme des Américains. Pourquoi pas tous comme des Argentins, ou tous comme des Togolais? Il n'y a pas une culture qui est exemplaire plus qu'une autre. Donc, c'est très sage cette phrase du traducteur japonais, on doit parler clairement. On ne peut pas faire des sous-entendus ou des allusions. Moi, j'ai plusieurs fois parlé et je savais qu'il y avait des interprètes derrière moi. Ben, je ne peux pas parler dans cette situation-là comme je vous parle là maintenant, où on se voit, où on se connaît. On n'a pas toujours le même background, arrière-plan culturel. Si je vous parle d'un mélange, puis que je l'appelle Bircher Muesli, qui c'est qui sait ce que c'est un Bircher Muesli? C'est le truc du petit déjeuner le matin. Il y a une personne qui connaît le Bircher Muesli parmi vous. Oui. En Suisse, c'est clair. C'est un mélange, selon le docteur Bircher, comme la doctoresse Kousmin, ou bien il y en a d'autres de ces diététiciens fameux. Muesli veut dire petite bouillie en suisse allemande. Donc, c'est le mélange, parce que vous avez des flocons d'avoine, vous avez du yogourt, vous avez des raisins secs, vous avez des fruits de saison, vous avez des noisettes râpées, on brasse, et puis on peut manger ça le matin, on peut manger ça le soir, au souper, etc. Donc, ça, je dois, quand je suis ailleurs, toujours trouver une autre formule, parce que je dois me résigner à ne pas utiliser le Bircher Muesli. Ça, c'est l'arrière-plan culturel. Avec les Français, on a la langue en commun. Évidemment que j'ai dû apprendre la littérature française et l'histoire de France. En plus, j'ai dû apprendre l'histoire de Suisse, évidemment, qui n'est pas triste, comme vous savez. Et puis, on a une langue en commun qui nous permet de nous expliquer, comme ça se passe avec l'espéranto. J'ai fait plusieurs émissions radio en Afrique où je discute avec l'Africain, puis je dis, ben voyez, c'est deux mondes, le Sénégal et puis la Suisse, mais on a cette langue en commun qui est le français, puis on peut se comprendre. Ben, en espéranto, vous avez ça avec les Russes, les Chiliens, puis le monde entier. Donc cette proximité où on n'a que la langue en commun, puis tout le reste on doit expliquer, avec les Africains en français, c'est idéal pour montrer qu'avec l'espéranto, c'est partout ailleurs. Voilà. J'aimerais vous dire quelques mots des échanges de classe, puisqu'on est là en plein dans l'interculturel matin, midi et soir, et c'était ma profession avec mon activité de prof de langue, et c'est un champ d'activité qui est très intéressant. Donc, le principe, c'est que avec ma classe, je partais en Suisse allemande pour une semaine, mes élèves allaient pas ou nous, à raison de 1 dans les familles. Ça veut dire qu'à 16 heures, je leur disais bye bye, et puis moi, je pouvais aller me balader dans les boutiques. J'étais toute seule, j'étais chez un collègue ou une collègue, j'habitais chez lui, et puis tout de suite après, ou 6 mois plus tard, la classe alémanique venait chez nous, on les mettait dans les familles, le collègue venait chez moi, et puis on avait des activités assez spéciales, parce qu'on ne pouvait pas vraiment avancer dans notre programme, puisque tout à coup l'effectif était doublé, il fallait trouver plus de chaises, donc on avait des activités diverses, on avait des visites de musées, on a fait des balades ensemble, et c'était très intéressant, parce que j'ai dit une fois à mes élèves, on est leur classe partenaire
on est comme les romans de service, là. Puis mes élèves me disent, ah, mais on n'est pas n'importe quel roman, on est des Neuchâtelois. Puis alors, ils disent, non, 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 Neuchâtel, c'est la ville du bas. Là. Nous, on est du haut, on est des Loclois. Puis après, il y en a qui disent, non, moi, je ne suis pas Loclois parce que ma mère, elle est espagnole. Puis finalement, on arrivait à compartimenter et on arrivait à l'idée que chacun est un individu et veut être considéré comme tel. Si on dit les Français, c'est une espèce d'étiquette, et puis c'est un paquet de stéréotypes qui débarquent, et puis chacun est, même les vrais jumeaux sont différents. Donc là, c'était très intéressant de voir que chacun voulait être considéré comme lui, puis pas n'importe quel Loclois ou n'importe quel Neuchâtelois, et ça, c'était très intéressant. Mais eux, évidemment, imaginaient les alémaniques comme tous alémaniques. Puis dans la classe alémanique, il y avait des Turcs, il y avait des Bosniaques, il y avait la même chose. Donc, on avait notre idée d'une classe homogène, mais ça n'existe pas une classe homogène. C'est un rêve, c'est n'importe quoi. Donc, on devait aussi, quand on arrivait, un peu adapter notre pensée. Et puis, c'était très drôle, parce que évidemment, le prof suisse-allemand, il vient chez nous avec l'idée, il enseigne le français. Il y a toujours un deuxième prof qui accompagne, qui peut être le prof de maths, qui peut être le prof de gym ou prof de chant, c'est égal. Mais en général, quand les Suisses-allemands viennent en Suisse romande, il y a le prof de français avec. Donc, ils pensent, mes élèves vont progresser, ils vont entendre du français, les romans parlent la langue de Molière, ils parlent de Pompe et de Godasse, puis pas de chaussures ou de souliers. Bon. Alors, on sait qu'on a le problème avec les Suisses-allemands. Et on sait que les Suisses-allemands, ils parlent suisse-allemand, dialecte. Donc nous, on se méfie. Tandis que les Suisses-allemands, ils arrivent chez nous en pensant, eux, ils parlent le vrai français. Mais nous, on a l'argot. Alors, t'as pas une clope, je n'ai marre, je me tire, c'est ça. Donc, ça débouche sur la même incompréhension, mais au niveau linguistique, c'est autre chose, on est d'accord. Il y a le dialecte d'un côté, il y a l'argot de l'autre. Mais moi, j'ai découvert ça. On marchait ensemble pour aller au Saut du Doubs. C'est la promenade classique depuis mon village d'Éprenay. Puis les deux classes étaient comme ça. Puis j'écoute du côté des Suisses allemands, puis j'entends du dialecte. Puis je vais vers eux, et puis je leur dis, est-ce que vous êtes conscients, si vous parlez comme ça, mes élèves n'ont aucune chance de comprendre. Puis il y a un petit timide derrière moi qui dit, est-ce que vous imaginez qu'on comprend quelque chose de ce qu'ils disent? Puis là, j'ai écouté du côté de mes élèves. Puis j'en ai dit, ça pas une clope, j'en ai marre, on se barre. Ben, c'est clair que les Suisses allemands, ils apprennent on s'en va, puis ils n'apprennent pas on se barre. Donc, il y a problème. Donc, on a ce genre de problème. Donc, on va en Suisse allemande, on répartit les élèves dans les familles, et l'inverse de notre côté. On a des activités diverses, et j'ai développé une pédagogie, c'est-à-dire des activités à faire en classe, un groupe linguistiquement mixte. Vous savez ce que c'est une ULM ou un ULM? Bon. Pour moi, c'est une unité linguistiquement mixte. Donc, quand vous mettez, prenons 20 francophones, 20 germanophones, vous les mélangez, puis ça fait 40. Donc, c'est un peu gênant parce que les classes, elles ne sont pas faites pour des groupes si grands. Donc, on partage en deux, puis on a deux ULM. Puis on les appelle les primes verts, puis les marguerites, ou n'importe. Et puis, on travaille dans ces ULM, donc ils ont des activités qui doivent résoudre ensemble, qui sont conçues sur français-allemand, et qui doivent... Il y en a aussi sur l'anglais, j'en ai fait pour la gymnastique, j'en ai fait pour la musique. Dans toutes les branches, on peut se servir, il y en a 80, dans un livre qui s'appelle « Échange de classe clé en main », et j'ai obtenu les droits, et j'ai mis sur le site AZP. Vous voyez là derrière, il y a le site AZP, qui veut dire Association Suisse des éducateurs à la paix. Ça, c'est une association que j'ai fondée avec des Suisses allemands. Et puis, j'ai reçu les droits de mon canton qui m'a payé pour écrire le livre. Et le livre est en français maintenant sur ce site. Donc, il y a 80 activités clés en main. On peut photocopier puis aller devant les élèves. Après, vous avez le site noos.ch/idéo. Ça, c'est le site qu'on a fait dans le cadre d'un programme Grundvik avec finance de l'Union européenne de 2011 à 2013. L'Union européenne a décidé que la Suisse devait être leader. On avait langue de travail espéranto, avec Catalogne, France, Allemagne, Suisse. Donc, j'ai géré ce problème. Puis, il y a une partie des activités de mon livre qui a passé sur le site NOS,
avec description, avec photo. Par exemple, le poker de la vie qu'on a fait aujourd'hui, il est dedans. Par exemple, la frontière, la ficelle, c'est dedans. Et puis, pendant que j'y suis, mon blog en haut, Mireio 3, c'est mon blog actuel. Si vous enlevez le 3, vous avez mireio.blogspot.com, c'est que sur le Japon. Et puis, vous avez aussi Mireio 2, qui est très bref sur l'Amérique, quand j'ai passé par Vancouver et Montréal. Parenthèse fermée. Finalement, bon, sur les échanges de classe, je pourrais encore raconter des tas de choses. Réaction, je vous ai dit déjà, puis j'aimerais finir par là, ce qui est important, c'est le respect. À mon avis, le prof doit respecter les élèves. J'ai dit ça à mes collègues, ils m'ont dit « Oi, 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 tu vas te faire danser sur le ventre ». Est-ce qu'on dit ça aussi chez vous? Non. Danser sur le ventre, ça veut dire les élèves vont prendre le pouvoir, puis tu ne pourras plus placer un mot. C'est ça, danser sur le ventre. Mais c'est totalement faux. Parce que respecter, ça veut dire, si j'arrive à l'heure, si je suis correctement habillée, de manière à soutenir leur concentration. Ça m'arrive d'avoir des boucles d'oreilles qui pendent. Je ne mets jamais ça en classe. Parce que vous écoutez quelqu'un, puis vous avez toujours des trucs qui bougent, là, puis finalement, on ne sait plus exactement si on a fumé la moquette. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai fait par respect pour eux. Arriver à l'heure. J'essaye pas d'arriver à l'heure pour plaire à mon directeur. Mais les élèves, ils sont sortis de leur lit, ils ont pelé la neige pour arriver jusqu'au bus. Ils sont là à 7h30, il fait nuit. Ben, j'essaye aussi d'être à 7h30 là. Ensuite, j'essaye de faire le programme, j'essaye de faire des leçons amusantes. Les élèves m'ont dit, dans vos leçons, on ne peut jamais dormir. Ensuite, toute cette peine que je me donne dans mon travail, c'est évidemment par respect pour eux, et ils le savent, et ils le sentent, et ils le rendent. Ça, c'est évident. Ma dernière année, ah là, ils ont dit, on va regarder des vidéos, c'est votre dernière année. J'arrivais à la retraite, ils le savaient très bien. Je leur ai dit, non, 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 cette année, dans votre carrière, c'est une année normale, je vais vous faire transpirer jusqu'à la dernière minute. Et on a travaillé sérieusement, etc. Et puis, ils m'ont cherché. En mai, ils me faisaient encore des trucs, etc. Puis une fois, je leur ai dit, mais moi, je ne vous cherche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? J'arrive pas à traduire dans d'autres langues. Mais en français, vous avez des profs qui cherchent. Vous avez des élèves qui cherchent. Donc, je leur ai dit, je ne vous cherche pas. Je pourrais imaginer la réciproque. Que vous ne me cherchez pas comme ça. Puis il y en a un qui lève la main, puis qui dit, on a observé que vous ne nous cherchez pas et on apprécie beaucoup. Mais on est des adolescents. Les adolescents, ça provoque le prof. On va vous provoquer jusqu'à la dernière minute parce qu'on va jouer notre rôle d'adolescent. Et puis ça a fini très très bien, puis c'était sympathique. Et c'était surtout sympathique, ils savaient qu'ils pouvaient dire ça sans que je m'énerve, puis je dise, donne-moi ton carnet, punition. Voilà, donc c'était assez cordial et ça s'est bien passé, avec grand plaisir de ma part. Mais pour moi, la clé de tout, c'est le respect. Pour tout le monde, que ce soit interculturel ou pas, c'est la même base en fait. Voilà à peu près ce que j'avais prévu de vous dire. Bien sûr, vous pouvez poser des questions, peut-être que j'arriverai à répondre, on essaiera.